Bonjour à tous, bienvenue à notre table ronde sur la durabilité et le développement des campagnes chinoises pour un avenir vert et prospère. Cette année marque la conclusion du 14e plan quinquennal de la Chine. Au cours des 5 dernières années, les campagnes chinoises ont connu des transformations remarquables et d'un renouvellement profond. L'année prochaine, la Chine célébrera le 5e anniversaire de la victoire complète dans la lutte contre la pauvreté. À ce moment charnière qui relie le passé au futur, la stratégie de revitalisation rurale est en train d'écrire un nouveau chapitre sur les vastes terres rurales du pays. L'objectif central de notre émission aujourd'hui est de raconter ensemble l'histoire des changements des campagnes chinoises à travers le prisme du développement vert et d'approfondir les réflexions sur les enseignements que cette grande pratique peut offrir à la cause mondiale de la réduction de la pauvreté. Nous avons l'honneur d'accueillir 4 intervenants de marque. Madame Yu Xiang, directrice du Bureau de recherche sur l'économie du changement climatique de l'Institut de recherche sur l'éco-civilisation de l'Académie des sciences sociales de Chine. Bienvenue. Et Monsieur Dimitri Deboer, représentant en chef du bureau de Beijing de Client Earth et conseiller invité du Conseil chinois pour la coopération internationale sur l'environnement et le développement. Welcome. Et Monsieur Satyen Bharat, producteur technique de chef de Mauritius Broadcasting Corporation. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Karim Badolo, commentateur burkinabé de CGTN français. Bienvenue. Merci. Et nous avons également 2 invités importants qui nous rejoignent à distance en ligne. Monsieur Héribert Lapelle-Élysée Adjovi, gouverneur du magazine panafricain de diplomatie et de relations internationales, le Label diplomatique, président du groupe de réflexion de Xi'an pour la coopération et le développement sino-africain. Et Monsieur Gérard Njoya, rédacteur en chef à Actu Chine Cameroun. Un grand merci à vous tous. Sans plus attendre, ouvrons ensemble cette conversation sur la revitalisation rurale. Il y a 20 ans, Xi Jinping a formulé pour la première fois le concept des 2 montagnes, affirmant que les eaux claires et les montagnes verdoyantes sont des atouts inestimables, traçant ainsi la voie du développement vert en Chine. Parlons de l'histoire des 2 montagnes en Chine en commençant par un village. Le district de Shangyou à Quanzhou, dans la province du Jiangxi, est une zone d'aide désignée de l'Académie des sciences sociales de Chine. Au cours de la dernière décennie, cette région a activement mis en pratique le concept des 2 montagnes, à la fois la conservation écologique et le développement économique, et s'est engagée dans la revitalisation industrielle. Notre première étape consistera à utiliser Shangyou comme un microscope pour observer vivement les résultats des pratiques les plus avancées de la revitalisation rurale en Chine. Alors, Madame Yu, en tant qu'experte de l'Académie des sciences sociales de Chine et actuellement en poste temporaire à Shangyou, vous êtes à la fois un témoin, une actrice et une promotrice du développement vert et de la revitalisation industrielle de la région. De votre point de vue, quels sont les changements les plus marquants survenus à Shangyou au cours de la dernière décennie et particulièrement ces 5 dernières années? Et qu'est-ce qui a déclenché le développement local, transformé le paysage rural et permis aux habitants d'augmenter leurs revenus de manière tangible? Et nous vous invitons à commencer notre partage d'aujourd'hui avec l'histoire de Shangyou. Bonjour Coco, bonjour à tous. Je pense que le changement le plus marquant ces 5 dernières années à Shangyou ne se manifeste pas seulement par la croissance du PIB, mais aussi par l'exploration d'une voie efficace pour le développement vers des zones rurales, sous le paradigme de la civilisation écologique. Pendant longtemps, le développement mondial a été confronté au dilemme de savoir si le développement économique devait nécessairement se faire au détriment de l'environnement. Mais aujourd'hui, dans les campagnes chinoises, d'immenses ressources écologiques et culturelles intangibles sont transformées en actifs, créant un cercle vertueux où plus l'environnement est préservé, plus l'économie se développe. Dans le cadre du paradigme de développement de la civilisation écologique, la valeur des eaux claires et montagnes vertes est pleinement reconnue.
Non seulement à Shanyu, mais aussi dans de nombreux villages chinois, on observe une croissance économique et une prospérité grâce à l'écotourisme et à l'agriculture biologique. Par ailleurs, les mécanismes d'aide aux régions pauvres, aux caractéristiques chinoises, jouent un rôle crucial. Le soutien du gouvernement central chinois ne se limite pas à des investissements financiers et humains, mais représente aussi une descente ciblée des ressources de gouvernance de l'État. Ce mécanisme permet d'apporter, par le chemin le plus court, les concepts de développement les plus avancés jusqu'aux villages les plus reculés, où ils prennent racine et se traduisent par une force productive efficace, propice à la prospérité économique. Aujourd'hui, la Chine compte de nombreux exemples de développement vert rural, qui peuvent offrir des modèles variés de réduction de la pauvreté par le vert, adaptables à différentes régions et pays. Le développement vert des campagnes chinoises n'a pas seulement transformé leur propre paysage, il offre également une nouvelle vision prometteuse de développement vert pour de nombreux pays en développement. Karim, vous êtes rendu récemment à Shangyu aussi et avez pu échanger directement avec la population locale. Pourriez-vous nous partager les observations et impressions les plus marquantes que vous en avez rapportées? Et quel regard portez-vous sur l'état d'esprit des habitants ainsi que sur leur mode de vie et de production? Et par rapport aux autres régions chinoises que vous avez visitées, qu'est-ce qui vous a semblé particulièrement distinctif à Shangyu? Merci Coco. Et c'est toujours un plaisir d'échanger autour des questions de développement vert. Et voyager dans la Chine profonde offre l'occasion de mieux apprécier le développement vert et d'apprécier aussi les résultats de la revitalisation rurale. Il faut dire que le voyage à Shangyu a été très instructif à plusieurs niveaux. D'abord, c'est quand on arrive à Shangyu, c'est un village qui se distingue par la verdure et qui se distingue aussi par la salubrité. Il faut dire aussi que Shangyu, c'est une zone très montagneuse, mais les habitants de Shangyu ont considéré ces montagnes-là comme des atouts, non pas comme des obstacles. Et depuis quelques années, et à travers une initiative dénommée les deux montagnes, et il y a un projet qui valorise ces montagnes. Donc, des voies ont été aménagées dans les montagnes et également, les montagnes ont été adaptées pour les rendre praticables. Donc, on y pratique une agriculture très prospère. Et la culture du thé est très développée dans cette localité-là. Il y a aussi la culture des orangers navels qui est très développée. Nous avons également pu apprécier de plus près les résultats de ce qu'on appelle la civilisation écologique en Chine. Je pense qu'à partir de Shangyu, on peut mesurer véritablement l'implémentation de cette initiative-là. Donc, c'est un voyage qui m'a permis de comprendre davantage la revitalisation rurale en Chine. Et parlant aussi des habitants, j'ai rencontré des gens très dynamiques, des personnes âgées qui n'ont pas peur de gravir les montagnes pour prendre soin des plants de thé, pour prendre soin des orangers. Et ça a été une très belle interaction humaine. On a échangé, on a vécu quelque chose d'unique. Ça a été une très belle découverte pour moi. Et comparé à d'autres régions, comme vous l'avez dit, je pense que le développement vert est une réalité qui est beaucoup plus étendue dans toutes les provinces ou régions chinoises, que ce soit dans le Shanxi, dans le Wuhan ou encore en Mongolie intérieure. La question écologique est très prise au sérieux et dans toute la Chine. Et c'est un très bel exemple qui peut inspirer plus d'un. Donc, je peux dire que le voyage de Shangyu a été très instructif pour moi. Merci Karim pour votre partage. Et alors, Monsieur Satyen Parat, vous avez effectué de nombreux voyages d'études à travers la Chine. Et quelle impression générale gardez-vous des campagnes chinoises et en quoi diffèrent-elles selon vous des zones rurales d'autres pays que vous avez visités? Un village vous a-t-il particulièrement marqué par la beauté de son environnement? Alors, tout d'abord, je dois préciser que je suis en Chine depuis bientôt 4 mois. Dans ces 4 mois, on a eu l'occasion de voyager un peu, comme vous l'avez dit. Et on a eu la chance d'aller dans les régions rurales, la province de Xinjiang et la province de Qinghai. Et il y a deux endroits qui m'ont particulièrement marqué là-bas. L'un, c'est à Xinjiang, le village de Kekeya. Kekeya n'existait pas avant.
C'est en 1987 que le gouvernement central a décidé, avec des volontaires, de faire un projet de reboisement. Il y avait le désert là-bas. Et au fil des ans, 87, ils ont commencé. 90, il y a les premiers gens qui viennent s'installer là-bas. C'est un village qui se crée. Ça n'existait pas avant. Et au fil des ans, ils ont développé des routes, ils ont travaillé la terre, ils ont fait des canalisations. Et aujourd'hui, la région est connue pour la pomme d'Aksou. Alors, des vergers à perte de vue, l'air pur, c'est très beau à voir. Les gens ont tout le temps un sourire sur leur visage. Ils sont heureux là-bas, ils gagnent bien leur vie. Ils se sont formés dans plusieurs coopératives. Et ce qui fait que c'est un village qui n'existait pas. Nous, on connaît l'histoire des villages qui disparaissent, avec les gens qui quittent les villages pour aller travailler dans les villes ou pour diverses raisons, dans les autres pays. Mais là-bas, c'était l'inverse. Les gens se sont convergés vers un endroit qui était désert et ils ont fait un village. Et le deuxième, c'était un peu plus tôt dans la province de Qinghai, le village de Deji. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est tout près du bassin du fleuve Jaune. Et c'est un village qui a été créé pour faire le repeuplement. C'est-à-dire on a pris les gens qui étaient isolés dans les montagnes, on les a amenés, on les a donné des maisons et ils ont créé un village où quand vous partez là-bas, vous n'avez pas envie de quitter. Vous voulez rester là-bas plus longtemps. Les gens sont sympas, la nourriture, on a été accueillis par des danses traditionnelles et c'est vraiment très beau à voir. Merci beaucoup, monsieur, de nous partager deux exemples des deux villages impressionnants. Alors, monsieur Dimitri de Boer, avez-vous rencontré ailleurs en Chine des exemples de synergie étroite entre protection écologique, agriculteurs et revitalisation industrielle? Et selon vous, quel rôle peut jouer ce type de modèle de développement rural intégrant une dimension verte dans la réponse mondiale à des enjeux globaux tels que le changement climatique et la protection de la biodiversité? I've worked in China for the last 23 years and I've personally experienced a great transformation. Je travaille en Chine depuis 23 ans et je suis donc témoin des importants changements qui s'y sont opérés. Il y a 20 ans, en 2005, le président chinois Xi Jinping a évoqué le concept selon lequel les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent un patrimoine inestimable. J'ai constaté qu'en 20 ans, la transition de la Chine s'est axée sur le développement vert. Cette tendance s'est accélérée, surtout depuis 2013, lorsque Xi Jinping est devenu président chinois. Le changement a été radical et significatif pour la population, car nous pouvons maintenant voir combien le pays se magnifie et ce que la protection de l'environnement lui apporte. La destruction de l'environnement mène à la pauvreté extrême. Il ne s'agit pas que du développement économique ou de la protection de l'environnement. Ces deux aspects sont indissociables, et c'est exactement ce que véhicule le concept des deux montagnes. Un nombre infini d'exemples illustre cela. À l'instar de Shanyu, j'ai moi-même pu visiter le comté d'Enji dans la province du Zhejiang. C'est vraiment très beau, c'est incroyable. Lorsque le président Xi Jinping a dit cela, il s'est rendu sur le terrain et a fermé des carrières polluantes. Les habitants vivaient dans l'inquiétude de perdre leur travail, mais il les a rassurés en disant « Ne vous inquiétez pas, votre vie ici sera bien meilleure ». L'amélioration de votre niveau de vie va découler de la fermeture de ces carrières, parce que vous allez profiter de ce développement vert. Et c'est ce que nous avons constaté sur place. Aujourd'hui, la province du Zhejiang prospère sur le plan économique, il s'agit de l'une des provinces les plus prospères de Chine. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que les résidents ruraux de la province du Zhejiang profitent d'une vie belle, verte et prospère. Cet exemple est un modèle de réussite pour les autres provinces chinoises, mais aussi pour les autres pays du monde. Ces transformations sont bel et bien possibles, si nous les réalisons ensemble. Nous avons récemment interviewé Madame Marie-Luce Chevalier, professeure-chercheur franco-belge à l'Institut de géologie de l'Académie chinoise des sciences géologiques. Elle nous a raconté les évolutions significatives qu'elle a observées en Chine, notamment dans les zones rurales au fil de ses missions scientifiques ces dernières années. Écoutons ce qu'elle a constaté. Alors d'abord, le plus important, c'est que la Chine est le premier pays en développement qui a promis le net zéro en 2060. Et ça, quand même, c'est quelque chose de très important. Et peut-être qu'on y arrivera avant, en fait, avec toutes ces énergies non renouvelables sur laquelle la Chine investit. Donc, ça serait super.
La première fois que je suis venue, c'était en 2002. Donc ça a bien changé depuis. Parce que je me souviens en 2002, dans des régions très reculées, on travaille toujours dans des régions assez reculées, c'était aussi sale en fait. Les gens laissent leurs déchets à côté des villages ou le long des routes, donc c'est vrai que c'est pas très beau. Et quand je suis retournée en 2023, j'ai remarqué qu'à chaque petit village où il y a genre 2 ou 3 maisons au milieu de nulle part, ils ont un endroit spécial pour les déchets. Donc je pense qu'ils les brûlent ou qu'ils les enfouissent. Et il y a aussi des incinérateurs spéciaux. Donc il n'y a plus de déchets. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, Madame Hu, au fil de nos échanges, nous constatons que le développement vert reste un mot-clé de la revitalisation rurale en Chine. On considère souvent qu'il existe une contradiction entre la poursuite de la croissance économique et la protection de l'environnement. Selon vous, quelles pistes concrètes l'approche chinoise propose-t-elle pour équilibrer ces deux impératifs et quelles leçons peut-on en tirer pour les objectifs de développement durable à l'échelle mondiale? Aujourd'hui, les pratiques étendues de revitalisation rurale en Chine ont prouvé qu'il existe des solutions et des méthodes pour transformer les eaux claires et les montagnes vertes en biens précieux. Cette année marque justement le 20e anniversaire de la proposition du concept selon lequel la nature vaut son pesant d'or. Ce concept souligne que protéger l'environnement, c'est protéger les forces productives, les deux entretenant une relation de coordination et de promotion mutuelle. Il s'agit d'une profonde révolution dans la conception du développement, depuis le début de la révolution industrielle. La solution principale pour y parvenir est la réalisation de l'industrialisation écologique et de l'écologisation de l'industrie. Prenons l'exemple de Shanyu. Sur le plan du développement du tourisme écologique, en développant l'écotourisme, les fonctions régulatrices et culturelles des écosystèmes sont directement transformées en biens et services économiques. Sur le plan du développement de l'agriculture écologique, Shanyu s'est appuyé sur les sols riches en sélénium et les ressources en eau de qualité pour développer des produits agricoles caractéristiques. Sur le plan de l'exploration active de mécanismes de compensation écologique par le marché, par exemple les puits de carbone forestier et les échanges de droits d'utilisation de l'eau. Il s'agit de transformer l'air de qualité, les sources d'eau pure et la capacité de séquestration du carbone des forêts en capital écologique mesurable, échangeable et finançable via des plateformes de transaction de droits environnementaux. À l'avenir, à l'ère de l'Internet mobile et du numérique, les zones rurales auront un espace encore plus vaste pour un développement vert. La principale inspiration que cela offre pour la réalisation des objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies est la suivante. Les récents efforts de la Chine pour éliminer la pauvreté et revitaliser les campagnes démontrent pleinement comment maintenir une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature dans le développement rural et intégrer la construction de la civilisation écologique dans l'ensemble du processus de développement rural. La Chine offre au monde une nouvelle voie de développement montrant comment les régions sous-développées peuvent réaliser un décollage vert. Alors, après avoir écouté l'histoire de Shanyu, élargissons notre perspective au monde entier. La transition complète de la Chine de la réduction de la pauvreté à la revitalisation rurale constitue un modèle abouti. Quelles approches alternatives et quel soutien concret ce modèle chinois peut-il offrir aux pays du Sud global, notamment lorsqu'il s'agit de conjuguer développement d'industrie vert et lutte contre la pauvreté? Voilà le cœur de notre deuxième partie. Il faut dire que mon pays, le Burkina Faso, affronte depuis une dizaine d'années un défi sécuritaire à cause des attaques des groupes terroristes. Mais toutefois, les autorités luttent pour assurer un mieux-être aux populations à travers des initiatives dans des domaines comme l'agriculture. Il faut dire que le gouvernement fait des efforts pour moderniser l'agriculture et apporter une véritable assistance technique aux paysans, aux agriculteurs. Il faut dire que le Burkina Faso est un pays qui est majoritairement agricole, à 80% agricole. Donc c'est un secteur qui est très vital pour le pays. Donc pour parler de l'expérience chinoise qui peut être utile au Burkina Faso, je parlerai de la revitalisation rurale. La revitalisation rurale a véritablement changé le visage des campagnes chinoises. Et elle a apporté un développement qualitatif aux zones rurales en Chine. Et c'est à travers cette
revitalisation rurale que la pauvreté a été combattue en Chine. Donc je pense que c'est une initiative qui peut bien marcher au Burkina Faso parce que la pauvreté, elle est beaucoup plus présente dans les zones rurales. Donc en implémentant ce genre d'initiative dans les pays comme le Burkina Faso, ou d'ailleurs la plupart des pays africains, on peut véritablement lutter contre la pauvreté parce que la pauvreté est véritable, c'est dans le milieu rural qu'on peut véritablement lutter efficacement contre la pauvreté. Donc, au regard des résultats que la revitalisation rurale a apporté en Chine, je pense que c'est une expérience qui peut bien s'exporter en Afrique et aider un peu les populations rurales à prendre en main leur destin et à améliorer leurs conditions de vie. Merci. La Chine offre également à de nombreux pays du Sud une aide tangible et des opportunités de coopération. Alors, M. Héribert Lapelle-Élysée Aljovi, pourriez-vous nous parler des coopérations entre la Chine et le Bénin dans les domaines de l'environnement et des infrastructures? Quel impact ont-elles eu sur le développement local? La coopération sino-béninoise dans le domaine écologique s'articule autour de projets de construction de centrales solaires photovoltaïques qui renforcent l'accès à l'électricité, réduisent les émissions de CO2, réduisent la dépendance du Bénin des énergies fossiles et luttent contre les changements climatiques tout en permettant aux populations de disposer de l'électricité à temps réel, que ce soit dans les écoles pour l'éducation des enfants et dans les foyers pour que les enfants puissent apprendre et pour que les hommes, les jeunes et les femmes mènent leurs activités de tous les jours dans les centres de santé pour les soins de qualité aux populations et surtout pour l'amélioration du plateau technique dans nos centres de santé. Cela aide à l'éducation de la jeunesse, cela aide à des soins de qualité aux populations à la base, cela aide les opérateurs économiques avec les moyennes industries à une saine émulation de l'activité économique, cela aide également à la mécanisation agricole et in fine, la coopération sino-africaine au-delà de l'écologique veut atteindre le développement durable comme à l'exemple de la modernisation à la chinoise pour que l'agriculture, pas non seulement l'agriculture, mais également les infrastructures, le numérique et l'activité sociale, que tout cela mis ensemble puisse permettre un développement durable, un développement inclusif des populations béninoises à la base comme au sommet. Et je crois que cela est un exemple, un modèle de coopération pour les pays africains et il faudra saluer vraiment cette coopération salutaire qui existe entre la Chine et le Bénin. Et M. Gérard Njoya, quels sont les principaux domaines de coopération actuels entre la Chine et votre pays, le Cameroun, et quelle influence ont-ils sur le développement local? Alors, la coopération entre la Chine et le Cameroun a atteint un niveau appréciable et est devenu l'un des modèles de coopération sous le ciel du monde avec ses nombreuses réalisations qui inspirent. Elle est cousue par des projets de développement bénéfiques pour les peuples chinois et camerounais. Et pour un cas d'exemple dans le secteur de l'énergie, nous pouvons citer le projet d'électrification de 1000 localités du Cameroun à travers le système photovoltaïque tenu des mains de la compagnie chinoise Huawei. Il s'agit là d'un projet de développement qui a participé à la mise à jour de la carte d'électrification du pays et a aussi participé à la création de l'emploi au Cameroun. Selon vous, quels aspects du modèle de développement chinois pourraient inspirer et servir de référence aux pays du Sud global?
Alors, le modèle de développement chinois centré sur l'ouverture et l'inclusion est une inspiration. Il est objectif et présente aux yeux du monde de nombreux faits de développement axés sur l'être humain. Alors, de mon point de vue, c'est un processus accompli que les pays du Sud global devraient adopter. Et autrement dit, je pense que les pays africains en particulier devraient saisir cette opportunité ou bien l'opportunité de cette vision chinoise, notamment celle de la libre circulation de sa technologie. On me veut pour l'année 2026 de la coopération sino-africaine placée sous le signe des échanges humains et culturels. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la coopération sino-africaine respire et inspire le développement dans plusieurs secteurs. Concernant la pertinence de l'expérience chinoise, nous avons également eu le privilège d'interviewer plusieurs invités africains. Écoutons maintenant leur point de vue. L'expérience chinoise de revitalisation rurale est très instructive pour un pays comme le Mali. La Chine a montré qu'on peut réduire la pauvreté rurale en combinant agriculture moderne, économie circulaire et modernisation des villages. C'est une source d'inspiration importante pour nos stratégies de développement rural au Mali. La Chine a connu un développement spectaculaire au cours de ces 50 dernières années. La gestion des effectifs, dans la gestion des biens publics. Et s'il y a une bonne vision, un bon leadership, je pense qu'on peut arriver aussi au développement. Et ceci est très inspirant pour le Burkina et la majeure partie des pays d'Afrique d'ailleurs. L'exploit chinois de l'éradication de la pauvreté nous enseigne deux choses. Premièrement, il faut un leadership politique fort et soutenu. Deuxièmement, il faut une stratégie de l'aide ciblée. Je pense que la conception chinoise de développement centrée sur l'ouverture et l'inclusion est essentielle pour l'équité climatique mondiale. Aujourd'hui, en ce sens que la Chine encourage la libre circulation des technologies vertes et des solutions propres au profit de toutes les nations. Et c'est à nous, en tant que pays en développement, de savoir nous positionner pour bénéficier de cette main tendue de la Chine et surtout de ne pas nous compromettre pour l'avenir. La Chine reste quand même une référence mondiale en ce qui concerne les énergies renouvelables et le développement local. La coopération gagnant-gagnante a toujours existé entre le Mali et la Chine, et même avec les autres pays africains. Et actuellement, la Chine est leader mondial dans la fabrication des véhicules électriques, des motos électriques, et cela n'est pas contestable du tout. Et je pense que les Africains, ayant une très bonne relation économique, commerciale avec la Chine, devront davantage utiliser cela, enfin, vraiment de bénéficier davantage des expertises chinoises dans ce secteur-là, enfin, vraiment de protéger aussi l'environnement et l'écologie et aller vers un développement durable. Il faut dire, au jour d'aujourd'hui, la Chine passe pour être l'un des premiers pays qui apporte vraiment un appui sur le plan économique et technologique au Cameroun. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui aimeraient bien aller en Chine étudier, question d'aller capter leurs connaissances, avoir de la technologie chinoise pour rentrer dans nos pays et l'implémenter. Et à ce titre-là, je saluerais beaucoup plus ce modèle de développement économique qui est un modèle ouvert en fait, qui est ouvert et qui donne la possibilité à des pays de différentes catégories, que ce soit des pays très développés, que ce soit des pays moins développés, ou alors des pays qui sont très pauvres, à trouver leur compte dans ce modèle économique. Nous nous réjouissons de voir que l'expérience chinoise puisse apporter certains enseignements et inspirations au développement des pays africains. Alors, Monsieur Dimitri de Boer, cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Europe. Et nous observons ces dernières années un dialogue et une coopération croissant dans des domaines environnementaux, sociaux et gouvernance, tels que les énergies propres ou la finance verte. Et comment évaluez-vous le potentiel et la valeur de ces coopérations pour aider les pays en développement à atteindre simultanément les objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable? L'UE et la Chine sont deux acteurs importants de la gouvernance mondiale en matière d'environnement.
En effet, les décisions environnementales majeures prises dans le monde sont fortement influencées par l'UE et la Chine, qui cherchent à s'aligner sur ces grandes questions. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté en 2022 sous la présidence de la Chine, illustre parfaitement cette réalité. Nous avons également eu le plaisir d'y apporter notre soutien durant de nombreuses années. Grâce à ce cadre, le monde sera protégé, la nature pourra être protégée partout dans le monde. Il implique aussi que d'importants flux financiers iront des pays développés et riches vers les pays du Sud global, qui ont réellement besoin de soutien dans la protection de l'environnement. Un autre excellent exemple réside dans le changement climatique. En matière de climat, les pays développés sont censés apporter un soutien financier aux autres pays du monde afin de les aider à leur transition climatique. La Chine a développé de remarquables technologies vertes, disponibles à bas coût et en quantités importantes. En ce sens, elle dispose des solutions dont le monde a besoin de toute urgence. Les technologies de la Chine, associées au soutien financier de l'Europe, forment une combinaison puissante dont le monde a besoin. Is a very powerful combination that the whole world really needs. Yes. And Madame Hu, parmi les nombreuses expériences chinoises en matière de gouvernance, de la réduction de la pauvreté, quelles sont selon vous les méthodologies fondamentales qui transcendent les contextes nationaux spécifiques et qui peuvent servir de référence à d'autres pays, contribuant ainsi à réécrire le récit mondial de la lutte contre la pauvreté avec une approche chinoise? Je pense que l'expérience chinoise repose d'abord sur la gouvernance ciblée. Le défi mondial dans ce domaine est le suivant. Les ressources sont nombreuses mais ne peuvent être déployées efficacement. Les politiques sont correctes mais ne parviennent pas à être pleinement mises en œuvre. Le mot-clé de l'approche chinoise est la précision. Grâce à l'identification ciblée et à la gestion dynamique, les ressources atteignent directement les personnes et les domaines qui en ont le plus besoin. Parallèlement, un système de gouvernance dynamique, incluant la prévention du retour à la pauvreté, a été établi. Deuxièmement, il s'agit de remplacer l'aide sociale passive de la réduction de la pauvreté par le développement. La lutte contre la pauvreté en Chine ne se limite plus à une simple assistance économique. Elle consiste plutôt à doter systématiquement les zones rurales des moyens de se développer, en améliorant les infrastructures, en développant des industries spécifiques et en favorisant l'intégration urbain-rurale. Le troisième point, qui représente aussi la sagesse unique de la Chine, est l'accent simultané sur l'aide matérielle et le renforcement de la volonté et des capacités. Par exemple, dans le cadre de l'assistance apportée par l'Académie des sciences sociales au comté de Shanyu, la plus grande richesse que nous ayons apportée n'était pas seulement financière, mais aussi un concept de développement. Enfin, quatrièmement, il y a l'intégration profonde de la lutte contre la pauvreté et du développement vert. C'est l'innovation la plus importante de la Chine dans la pratique du développement de la civilisation écologique, représentant un changement fondamental dans la conception du développement. Cette intégration exige qu'en éliminant la pauvreté, nous protégions fermement les lignes de base écologiques. Cela permet non seulement d'établir une base verte pour le développement à long terme des régions concernées, mais aussi de prévenir efficacement le retour à la pauvreté. Bien sûr, tous les grands thèmes doivent en dernier lieu revenir à l'être humain lui-même. Comme Monsieur le Président Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises en d'importantes occasions, l'objectif fondamental du développement vert est le bonheur du peuple. Le but ultime de la revitalisation rurale est la prospérité commune de toute la population. Il s'agit de transformer concrètement les fruits du développement en qualité de vie pour chaque villageois et de renforcer continuellement le sentiment d'accomplissement, de bonheur et de sécurité des populations. Dans cette dernière partie, nous allons nous concentrer ensemble sur cette question essentielle et chaleureuse. Alors, ma prochaine question est pour tout le monde. À vos yeux, au-delà de l'abondance matérielle, quels autres éléments devraient caractériser une campagne idéale, durable et dynamique? Une éducation de qualité, des services médicaux accessibles, un environnement sain ou encore une culture locale riche et vivante? Comment devrions-nous mesurer de manière globale ce bonheur? Le développement rural en Chine devrait être centré sur l'épanouissement humain intégral. La vision des campagnes harmonieuses, agréables à vivre et propices au travail, mise en avant dans le projet du 15e plan quinquennal chinois, incarne précisément cette aspiration globale.
Elle exige qu'en promouvant la modernisation et la transformation numérique de l'agriculture, nous préservions les valeurs rurales et renforcions la dynamique endogène. L'objectif final est de réaliser une revitalisation, intégrée des industries, des talents, de la culture et de l'écologie, faisant de la campagne un être vivant qui préserve la mémoire des racines et débordant d'opportunités. Oui, Coco, je pense que les 4 éléments que vous avez évoqués entretiennent une corrélation dans la quête du bonheur. Je pense que le premier élément, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la clé pour combattre l'ignorance. Le deuxième élément, c'est la santé. Je pense qu'une population en bonne santé, c'est une population qui est dynamique, qui travaille et qui construit, qui crée de la richesse. Et l'autre aspect, c'est l'environnement. On ne peut pas être en bonne santé dans un environnement malsain et hostile. Donc, vivre dans un environnement sain, c'est vivre en bonne santé, c'est avoir une santé mentale, avoir une santé physique. Donc, la protection de l'environnement, prendre soin de l'environnement, c'est aussi prendre soin des êtres humains. Et le dernier aspect, c'est la culture. Je pense que la culture, c'est ce qui fait notre âme, c'est ce qui fait notre identité. Comme l'a dit quelqu'un, la culture, c'est ce que nous avons de plus grand et de plus généreux en nous. C'est notre identité et notre ADN. Et c'est à travers notre richesse culturelle que nous participons à la construction de cette humanité. Je pense que l'un dans l'autre, ces 4 éléments mis ensemble peuvent, dans une certaine dimension, participer au bonheur des hommes. Vous avez raison. Alors, Monsieur Parat? Je pense que Karim, il a tout dit. C'est un savant mélange de tout. Si vous n'avez pas la santé, rien ne va. Si vous n'avez pas une bonne éducation, vous n'allez pas avancer. Si vous n'êtes pas dans un environnement sain, vous aurez envie de fuir l'endroit, d'aller dans un endroit où vous vous sentez plus à l'aise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui amène le sourire? Où que vous soyez, que ce soit en région urbaine ou en région rurale. Vous souriez quand vous êtes bien dans votre peau. Et pour être bien dans votre peau, c'est tous ces éléments-là qui se mélangent ensemble. C'est ce mélange qui va faire qu'à la fin de la journée, l'humain, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la paix d'esprit. Et la paix d'esprit vient uniquement quand vous êtes bien dans votre peau, que vous avez passé une belle journée, que ce soit entre amis ou avec votre famille ou au travail, et que quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez bien. Et Monsieur Dimitri Debois? Thank you, Coco. That's really an excellent question. Merci, Coco. Il s'agit d'une excellente question. Même si tout ce que vous avez mentionné est crucial, il faut aussi s'intéresser aux conditions encore plus essentielles comme la sécurité, se tenir hors de danger des catastrophes ou des conflits. Dans de nombreux pays en développement, même ces conditions minimales sont absentes. Or, sans elles, aucun progrès n'est possible. Dans de nombreux endroits actuellement, nous constatons que les désastres environnementaux engendrent de la souffrance. Un environnement dégradé mène à de nombreux échecs dans d'autres domaines. Par conséquent, lorsque l'on réfléchit à la protection de l'environnement à l'échelle mondiale, nous essayons de ne laisser personne de côté et de laisser à tout le monde une chance de se développer. Permettre à tous de participer à la gouvernance est une très bonne chose, car cela permet de mieux comprendre comment gérer les ressources autour de soi de manière durable. Lorsque le droit d'exploiter les forêts, les montagnes ou les rivières revient à quelqu'un de lointain qui ne se sent pas concerné par le développement durable d'une zone et qui n'est intéressé que par l'aspect financier, alors des problèmes environnementaux surviennent. Placer l'humain au cœur des préoccupations constitue l'un des principes essentiels de l'initiative pour la gouvernance mondiale proposée par le président Xi Jinping, qui vise à promouvoir un développement mondial plus inclusif et durable et à améliorer le bien-être des peuples. Pour conclure, j'aimerais inviter chacun d'entre vous à formuler un vœu pour le développement et l'avenir de notre monde. Je souhaite que chaque montagne verdoyante et chaque rivière limpide puisse se transformer en biens précieux et qu'il profite au peuple. Je souhaite que l'expérience chinoise en matière de réduction de la pauvreté puisse transcender les frontières nationales, éclairer la voie de la revitalisation des pays sous-développés à travers le monde. Karim? Oui, moi je pense que c'est dans la coopération et dans un élan de fraternité que nous pouvons bâtir des ponts entre nous. Il est dit que le monde est riche de par sa diversité. Et la diversité, c'est une richesse que nous avons en commun.
et que nous devons partager. Et je pense que c'est en acceptant les uns et les autres, nous pouvons véritablement ouvrir des passerelles de coopération entre nous. Chacun de nous a quelque chose à apporter à l'autre. Donc il faut ouvrir et créer les opportunités qui nous permettent de nous rencontrer dans un élan de fraternité. Je pense que nous devons penser ensemble et agir en commun pour l'avenir de l'humanité. Et c'est le vœu que je voudrais formuler ici. Et nous devons travailler à déconstruire les préjugés qui mettent des murs entre nous. Je pense que nous habitons tous la même humanité et nous avons des richesses à partager. Et je pense que c'est dans la coopération et dans la fraternité que nous pouvons le faire. Merci, travaillons ensemble. Et M. Parak? Alors, moi, je dirais que déjà, la Chine aide énormément beaucoup de pays à travers le monde. L'entraide vient de la Chine, l'entraide vient de l'Europe, de l'Amérique. Pourquoi on ne s'entraide pas entre nous? Mon vœu le plus cher, c'est que nous, quand on est en Afrique, on aimerait voir un État africain aider un autre État africain et non pas dépendre de tout le temps de l'aide venant du Nord. Et essayer de trouver comment l'entraide peut nous amener devant. L'Afrique, c'est un géant qui dort. Il est temps de le réveiller et de le mettre au diapason du monde entier. Voilà. Merci, très belle. Monsieur? Ma réponse est très similaire à celle de Karim. J'espère sincèrement que le monde continuera de coopérer pour relever les plus grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, nous pouvons résoudre tous ces problèmes. Je pense que les technologies chinoises vertes en particulier peuvent jouer un rôle très important sur ce point. Elles montrent qu'un développement bas carbone et vert fonctionne vraiment et peut être une réelle réussite. Merci à nos chers intervenants pour leur partage passionnant des pratiques vertes de Shangyou dans le Jiangxi au futur échange d'idées entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Nous avons vu que la revitalisation rurale ne concerne pas seulement les industries et les revenus, mais touche au bonheur de chacun. L'histoire est celle de la Chine, mais la réflexion qu'elle inspire appartient au monde. Merci encore à vous tous.